Avant qu'il n'existe la moindre étoile dans le ciel, avant même que la lumière n'ait jailli, il y avait un silence qui n'était pas un son, une obscurité qui n'était pas une nuit. Il y avait le néant. Mais ce mot, néant, échoue à traduire ce que signifie réellement l'absence de temps, d'espace, d'énergie ou de matière. Ce qui précédait l'univers ne peut pas être décrit par les lois qui régissent aujourd'hui la réalité. Car même le temps, tel que nous le concevons, a eu un commencement. Avant ce commencement, il n'y avait ni secondes à compter, ni distance à mesurer. Aucune particule ne vibrait, aucun champ ne pulsait. Il n'y avait même pas de vide. Seulement un état que la physique tente encore de comprendre. Un pré-univers où peut-être seules les possibilités sommeillaient. Les physiciens appellent cet instant T0, le temps zéro, la frontière absolue entre le non-être et l'être. C'est le moment le plus insaisissable de la cosmologie moderne. Aucune équation ne peut décrire avec précision ce qui existait avant le Big Bang. Non pas parce qu'il nous manque des données, mais parce que les concepts même de « avant » et de « temps » deviennent caducs. La relativité d'Einstein affirme que temps et espace sont indissociables, le fameux tissu de l'espace-temps. Et ce tissu ne prit naissance qu'avec l'univers lui-même. Ainsi, demander ce qu'il y avait avant le Big Bang revient à demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question, bien qu'intuitive, perd tout sens face à la structure profonde de la réalité. Et pourtant, il existe des théories audacieuses. Certaines suggèrent que notre univers n'est qu'une bulle au sein d'un multivers infini, où les univers naissent et meurent comme des vagues dans un océan cosmique éternel. D'autres avancent que le Big Bang n'aurait été qu'une transition à partir d'une phase antérieure de l'univers, un effondrement suivi d'une renaissance, le fameux Big Bounce. Il existe même des hypothèses reposant sur des fluctuations quantiques du vide absolu, où la réalité elle-même pourrait surgir spontanément d'un point d'instabilité. Mais tout cela demeure spéculation, nourrie par une mathématique complexe et l'audace de la pensée humaine. Ce qui est extraordinaire, cependant, c'est que cet instant initial, indescriptible, a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Chaque galaxie, chaque planète, chaque atome de notre corps est le fruit des conséquences de ce premier souffle cosmique. Ce qui était néant est devenu totalité. Le silence est devenu vibration. Le vide s'est transformé en lumière. Et même si nous ne comprendrons peut-être jamais ce qui précéda le temps, le simple fait d'être ici à tenter de saisir ce mystère est déjà le témoignage de la grandeur de ce qui surgit de l'invisible. Chaque battement de cœur, chaque rayon de soleil, chaque particule qui nous compose est héritage de ce premier instant absolu, la naissance de l'existence elle-même. Devant ce mystère, la question la plus importante n'est peut-être pas « qu'y avait-il avant ?» mais « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Cette interrogation, à la fois philosophique et scientifique, demeure sans réponse définitive. Et il est possible qu'elle ne le soit jamais. Mais tandis que les télescopes scrutent les cieux à la recherche d'indices et que les physiciens s'enfoncent dans des équations visant à unir l'infiniment grand à l'infiniment petit, nous restons fascinés. Car comprendre l'origine absolue, ce n'est pas seulement connaître l'univers, c'est d'une certaine manière approcher le miracle de notre propre vie au sein de celui-ci. En un instant inimaginablement bref, il y a environ 13 800 millions d'années. Tout ce qui allait exister, matière, énergie, espace et temps, surgit d'un point infiniment dense et chaud. Cet événement, connu sous le nom de Big Bang, ne fut pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Il n'y eut ni son, ni lumière au commencement. Seulement la libération colossale d'une énergie soudaine qui repoussa les limites de la réalité dans toutes les directions. L'univers, auparavant inexistant, entama sa trajectoire non pas en un lieu, mais en tout lieu à la fois, puisqu'il n'existait aucun dehors d'où il aurait pu s'étendre. Durant les premiers trillionièmes de seconde, l'univers était plus petit qu'un atome et plus chaud que n'importe quelle étoile qui existera jamais. Des températures des trillions de fois supérieures à celles du noyau solaire rendaient impossible l'existence de toute forme de matière stable. Ce qui emplissait alors le cosmos était un pibouillon dense et furieux de particules fondamentales. Quarks, leptons, photons, tous surgissant, se heurtant, s'annihilant et se recomposant à chaque fraction de seconde. Mais le plus stupéfiant est que, même dans ce chaos brûlant, les lois de la physique étaient déjà à l'œuvre. Les constantes fondamentales,
comme la vitesse de la lumière, la gravité et la force nucléaire, apparurent presque instantanément, façonnant le comportement de tout ce qui allait suivre. Puis survint l'inflation cosmique, une phase d'expansion exponentielle qui dura moins qu'un clin d'œil, mais multiplia la taille de l'univers d'un facteur prodigieux en un temps quasi nul. Cette inflation aplanit la géométrie du cosmos, effaça les irrégularités et sema les germes des galaxies, de minuscules fluctuations quantiques amplifiées à l'échelle cosmique. C'est l'un des épisodes les plus mystérieux et cruciaux de l'histoire de l'univers, car il détermina la topographie de ce que nous observons aujourd'hui dans le ciel. L'espace-temps fut étiré comme un tissu sous tension, et sur cette surface étirée, tout commença à prendre forme, ordre et complexité. À mesure que l'inflation s'achevait, l'univers poursuivit son expansion de manière plus lente, encore incroyablement rapide, mais désormais sous les lois connues de la physique. La température commença à décroître, ouvrant la voie à la formation des premières interactions entre particules. L'univers entra alors dans une nouvelle ère, celle de la domination du rayonnement. À cette époque, la lumière était si intense et si abondante qu'elle maintenait la matière prisonnière, dans un état de plasma. Les photons se heurtaient sans cesse aux électrons libres, rendant le cosmos opaque, comme enveloppé dans une brume incandescente. C'était un univers encore sans étoiles, sans atomes, mais déjà porteur d'un avenir prometteur. Cet instant inaugural n'explique pas seulement l'origine de l'univers. Il est le socle de l'existence de toute chose. De la poussière sous nos pieds aux océans de Mars, de la lumière des étoiles à la chimie de la vie, tout se rattache à ce moment d'expansion. Le temps lui-même, que nous percevons aujourd'hui comme un flux continu, naquit là. Chaque seconde que nous vivons est une conséquence directe de cette première fraction de seconde. Et bien que le terme Big Bang évoque une explosion, il est en vérité le symbole du commencement de la complexité, la naissance d'un univers qui, à partir du presque rien, engendra le tout. Même aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, l'univers poursuit son expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace croît entre elles, et l'écho du Big Bang peut encore être détecté par les instruments modernes, sous la forme du rayonnement cosmique fossile à micro-ondes, une empreinte de l'enfance du cosmos. C'est le murmure silencieux du commencement, parcourant l'univers entier comme un rappel constant qu'il y eut un jour, un instant où tout commença. Et tenter de comprendre cet instant, c'est chercher à toucher le point le plus profond de l'existence. Juste après l'instant initial du Big Bang, l'univers traversa une phase de croissance si rapide et si absurde qu'elle défie totalement notre sens commun, le post-inflation cosmique. En moins qu'une fraction infinitésimale de seconde, environ un trillionième de trillionième de trillionième de seconde, l'univers augmenta de taille d'un facteur supérieur à tout nombre imaginable par l'esprit humain. Ce ne fut pas une explosion ordinaire, ni une croissance progressive. Ce fut une expansion du tissu même de l'espace-temps, plus rapide que la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'un objet voyageait à cette vitesse, mais parce que l'espace lui-même s'étirait, emportant tout avec lui comme un ballon que l'on gonfle dans toutes les directions. Cette phase d'inflation est l'une des idées les plus élégantes et en même temps les plus énigmatiques de la cosmologie moderne. Elle fut proposée pour résoudre plusieurs problèmes rencontrés par les scientifiques en étudiant l'univers observable. Pourquoi le cosmos semble-t-il si uniforme dans toutes les directions? Pourquoi est-il si plat? Et comment d'infimes fluctuations d'énergie ont-elles pu donner naissance à toutes les galaxies, étoiles et planètes? L'inflation répond à toutes ces questions par un seul concept puissant. En étirant l'univers de manière exponentielle, elle effaça les plis, nivela les irrégularités et amplifia les micro-variations quantiques jusqu'à l'échelle cosmique. Le résultat, un univers immense, homogène, mais parsemé de légères imperfections. Exactement ce que nous observons aujourd'hui. Durant cette inflation, quelque chose appelé champ d'inflaton aurait dominé toute l'énergie de l'univers. Ce champ, encore théorique, serait une forme particulière d'énergie du vide, capable de faire se dilater l'espace avec une force incompréhensible. Et lorsque ce champ s'effondra, comme un ressort revenant à son état de repos, il libéra toute l'énergie nécessaire pour chauffer l'univers et produire les particules fondamentales. C'est comme si l'univers s'était tendu jusqu'à sa limite et, en se relâchant, avait libéré l'énergie à l'origine de tout ce qui allait suivre. Matière, lumière, force fondamentale.
C'est à ce moment-là que tout commença à danser sous les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui. L'inflation cosmique apporta également un ingrédient essentiel à la formation des structures de l'univers, les fluctuations quantiques. Ces petites variations de densité et d'énergie qui apparaissent naturellement à l'échelle subatomique furent étirées à des dimensions colossales. Et ces variations, aussi infimes soient-elles, devinrent les embryons des galaxies, des étoiles et même des planètes comme la Terre. Il est vertigineux de penser que toute la structure du cosmos, y compris le corps humain, plonge ses racines dans de minuscules incertitudes du vide primordial, amplifiées par un processus physique presque inconcevable. Bien qu'elle soit une idée d'une puissance remarquable, l'inflation demeure une hypothèse en cours de raffinement, mais elle se renforce à mesure que les scientifiques recueillent de nouvelles données du fond du ciel. Les cartes du rayonnement fossile cosmique révèlent précisément le type de structure que l'inflation prédit. Des zones légèrement plus chaudes ou plus froides, organisées d'une manière qui ne pourrait résulter que d'un univers étiré presque instantanément. C'est comme si le ciel nocturne conservait dans sa texture l'empreinte digitale de l'enfance de l'univers. Et cette empreinte, subtile et silencieuse, continue de nous raconter une histoire aussi ancienne que le temps lui-même. L'univers qui nous semble aujourd'hui si immense et complexe est né de la symétrie brisée d'un vide en ébullition. L'inflation n'est pas seulement un événement passé, elle a façonné tout ce que nous sommes. Chaque étoile qui brille, chaque cellule vivante, chaque pensée humaine, tout trouve son origine dans cette expansion inouïe. Comprendre l'inflation, c'est reconnaître que l'immensité du cosmos n'est pas un hasard, mais le fruit d'une danse précise entre énergie, espace et temps, commencée bien avant la matière, la lumière et la conscience. Avec la fin de l'inflation cosmique et l'effondrement du champ d'Inflaton, l'univers fut saturé par une énergie si intense qu'il n'existait ni structure, ni atome, ni lumière libre, seulement un océan bouillonnant de particules fondamentales. Cette ère est connue sous le nom de époque de la soupe primordiale, un état hyperdense, opaque et incroyablement chaud, où tout ce qui existe aujourd'hui était déjà présent sous sa forme la plus élémentaire et basique. Quarks, gluons, leptons et photons s'agitaient dans un ballet chaotique, entrant en collision et se recombinant à chaque millionième de seconde, comme si la réalité elle-même était sans cesse pétrie, remodelée et fusionnée. Les quarks, trop petits pour être observés même par les plus grands accélérateurs de particules, sont les briques constitutives des protons et des neutrons. Dans ce bouillon primordial, ils existaient libres, non liés comme ils le sont aujourd'hui, au cœur des noyaux atomiques. Ils se déplaçaient dans toutes les directions, poussés par une énergie thermique incommensurable qui remplissait chaque centimètre cube de l'univers. À leur côté, les gluons agissaient comme médiateurs de la force forte, la force qui maintiendrait plus tard les quarks unis au sein des noyaux atomiques. Mais à cette époque chaotique, cette force restait un champ libre et infatigable, sans forme définie ni structures organisées. Cette soupe était également habitée par les leptons, comme les électrons, qui erraient sans direction fixe parmi les quarks et les gluons, et par les photons, particules de lumière qui, à ce stade, ne pouvaient voyager librement, car piégées dans des collisions constantes avec les autres particules. L'univers, encore opaque et brûlant, était un lieu où la lumière n'avait aucun chemin libre. Tout était en interaction permanente, et chaque point de l'espace n'était qu'un tumulte d'énergie et de mouvement. Pourtant, derrière ce chaos apparent, l'ordre mathématique des lois de la physique œuvrait déjà avec une précision absolue. À mesure que l'univers se dilatait, Iloa se refroidissait. Et à mesure que la température chutait, les interactions entre particules commencèrent à se transformer. 10 microsecondes après le Big Bang, l'énergie était déjà suffisamment basse pour que les quarks s'unissent en trio, formant les premiers hadrons, tels que protons et neutrons. C'était comme si l'univers découvrait pour la première fois une forme de stabilité, quittant son état amorphe de soupe pour donner naissance aux premières structures durables. Ces hadrons allaient devenir les briques des futurs noyaux atomiques, les semences de la matière telle que nous la connaissons. Peu après, durant les premières secondes, entra en scène le processus de annihilation matière-antimatière. Pour chaque particule créée, apparaissait également sa contrepartie de charge opposée, l'antimatière. Pourtant, pour des raisons encore mal comprises, la matière l'emporta dans ce combat.
laissant un léger excédent à l'origine de tout ce que nous voyons. Étoiles, planètes, galaxies et même nous-mêmes. Si l'équilibre avait été parfait, rien d'autre que des photons n'aurait subsisté. Le fait qu'il y ait eu davantage de matière que d'antimatière est l'une des coïncidences les plus cruciales et mystérieuses de l'existence. Avec le refroidissement continu, l'univers passa de l'ère des particules libres à une nouvelle phase où noyaux et électrons commenceraient à s'unir. Mais à ce stade, il demeurait encore sombre, dense et opaque. Et pourtant, c'est dans cette fournaise ardente que naquirent les ingrédients essentiels de la matière, le squelette invisible de tout ce qui prendrait un jour forme. Comprendre cette soupe primordiale, c'est plonger au cœur de ce que nous sommes, car chaque atome de notre corps fut jadis un fragment égaré dans cet océan d'énergie, attendant le moment propice pour se lier, s'organiser et composer la grande symphonie cosmique de l'existence. Environ 3 minutes après le Big Bang, l'univers était encore un chaudron en expansion et en refroidissement, mais il avait déjà suffisamment baissé en température pour permettre la formation des premiers noyaux atomiques. Cette phase, connue sous le nom de nucléosynthèse primordiale, fut un moment de transformation silencieuse et profonde. Les protons et les neutrons, désormais libérés de la soupe énergétique des premiers instants, commencèrent à s'assembler, unis par la force nucléaire forte, pour former les noyaux des deux éléments les plus légers et les plus fondamentaux, l'hydrogène et l'hélium. Peu à peu, l'univers cessait d'être une mer de particules libres pour devenir une tapisserie ordonnée de matière élémentaire. Le hydrogène, composé d'un seul proton, fut le premier et le plus abondant à apparaître. Il se forma presque immédiatement après la fin de l'ère des particules élémentaires. C'est l'élément le plus simple et en même temps le plus essentiel. Aujourd'hui encore, plus de 75% de la matière baryonique de l'univers est constituée d'hydrogène. L'hélium, quant à lui, exigeait une condition un peu plus complexe, 2 protons et 2 neutrons liés de manière stable. Dès que la densité et la température le permirent, ces noyaux se formèrent eux aussi en grande quantité. Environ 25% de la matière visible de l'univers actuel est constituée d'hélium. D'autres éléments, tels que le lithium et le deutérium, apparurent en quantité beaucoup plus réduite, de petites notes dans une symphonie dominée par 2 protagonistes. Mais il n'y avait pas encore d'atomes complets, seulement des noyaux. Les électrons, bien que nombreux, ne pouvaient pas se lier au noyau en raison de la température et de la densité encore trop élevées. Le rayonnement était si intense que toute tentative de former un atome était immédiatement détruite. C'était comme essayer d'allumer une bougie en plein ouragan. Cette situation dura des centaines de milliers d'années. Pendant cette période, l'univers demeura une masse de plasma ionisé, un environnement où matière et lumière étaient intimement liés, empêchant les photons de voyager librement. C'était un cosmos sans transparence, sans lumière visible, une brume opaque de particules énergétiques. Ce n'est que pendant environ 380 000 ans après le Big Bang que l'univers se refroidit assez pour que les électrons puissent enfin se lier au noyau, formant les premiers atomes stables. Ce moment est connu sous le nom de époque de la recombinaison, non pas parce que les atomes s'étaient séparés auparavant, mais parce que les électrons désormais se recombinaient avec les noyaux, créant pour la première fois des structures atomiques complètes. Avec la formation des atomes d'hydrogène et d'hélium, les photons cessèrent d'être constamment absorbés et réémis par les particules chargées, pouvant enfin voyager librement à travers l'espace. Cette libération de la lumière est connue sous le nom de naissance du tout rayonnement cosmique de fonte en micro-ondes. Le premier éclat de l'univers, encore visible aujourd'hui comme une brume froide et diffuse qui imprègne tout le cosmos. C'est un portrait ancien de l'enfance de l'univers, figé dans le temps, révélant que dès le début, les graines de la structure étaient déjà plantées. Les régions légèrement plus denses attireraient davantage de matière, tandis que les régions moins denses resteraient presque vides. Ainsi commençait le long processus qui, des milliards d'années plus tard, donnerait naissance aux étoiles, aux galaxies et, finalement, à la vie. La naissance des atomes fut bien plus qu'une transition physique. Ce fut le premier moment où l'univers devint reconnaissablement réel. Pour la première fois, la matière acquit une forme stable. Pour la première fois, la lumière put voyager. Et à partir de cet instant, l'univers porta en lui les conditions fondamentales de la complexité, ouvrant la voie à tout ce qui allait suivre,
structure, chimie, biologie, conscience. Tout commence avec la simplicité de l'hydrogène et de l'hélium. Tout commence avec des atomes flottant dans l'obscurité, silencieusement, tandis que le temps s'écoule et que l'univers mûrit. Après la naissance des premiers atomes, l'univers entra dans une période profonde et silencieuse, connue sous le nom d'ère des ténèbres cosmiques, un intervalle énigmatique et prolongé de l'histoire universelle qui dura environ 100 à 200 millions d'années, durant lequel il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni lumière visible. L'espace, bien que déjà empli d'atomes d'hydrogène et d'hélium, demeurait plongé dans une obscurité totale. Le rayonnement cosmique de fond avait déjà été émis, mais sa lumière s'était refroidie, au point d'être invisible à l'œil humain. L'univers était dense, froid et calme, le plus proche que la réalité ait jamais été d'un véritable silence absolu. Durant cette ère, les atomes flottaient dans l'espace récemment étendu. Les forces gravitationnelles commençaient, lentement, à travailler dans les coulisses de cette immensité obscure. De petites fluctuations de densité, semées pendant l'inflation, agissaient désormais comme des graines gravitationnelles. Dans ces régions légèrement plus denses, les atomes commençaient à se regrouper, s'attirant patiemment au fil de milliards d'années. Ces concentrations grandiraient peu à peu jusqu'à devenir suffisamment massives pour s'effondrer sous leur propre poids, déclenchant la formation des premières étoiles. Mais ce processus était lent, silencieux et invisible. L'univers était un théâtre sans éclairage, où les personnages principaux se préparaient encore dans les coulisses de la gravité. Durant ce temps, la température moyenne de l'univers continuait de chuter. L'expansion de l'espace diluait l'énergie et étirait les ondes du rayonnement résiduel. Les particules entraient de moins en collision et l'univers devenait progressivement plus froid et plus rare. Pourtant, cette obscurité n'était pas stérile. C'était une période de préparation invisible, où la physique travaillait avec patience et précision. Dans les régions les plus denses, les atomes commençaient à former des nuages, vastes et froids, composés principalement d'hydrogène. Ces nuages deviendraient les berceaux des premières étoiles, mais avant cela, le cosmos dut attendre, et attendre en silence. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de cette ère est que bien que l'univers fût déjà rempli de matière et régi par des lois complexes, rien n'était visible. La lumière, telle que nous la connaissons, n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'étoiles pour briller, ni de galaxies pour émettre de la radiation. Rien qu'une obscurité diffuse et presque parfaite. Ce fut le moment le plus sombre de l'histoire cosmique, mais aussi l'un des plus cruciaux. Car paradoxalement, ce fut dans le silence que la structure s'organisa. Ce fut dans l'obscurité que l'univers commença à architecturer les fondations de ce qui viendrait ensuite. Lumière, chaleur, éléments plus lourds, complexité. À mesure que la gravité poursuivait son œuvre infatigable, certaines régions devinrent de plus en plus denses, amorçant des effondrements gravitationnels qui élevèrent la température à l'intérieur des nuages. Le gaz d'hydrogène, comprimé, commença à chauffer. Et un jour, en un point reculé du cosmos, la température monta si haut qu'elle déclencha une réaction de fusion nucléaire, la naissance de la première étoile. Ce fut la fin de l'ère des ténèbres. Mais avant cela, l'univers vécut des millions d'années comme un vaste océan invisible, où dans il n'y avait ni forme ni lumière, seulement la promesse silencieuse de tout ce qui existerait un jour. Comprendre l'ère des ténèbres, c'est réaliser que l'absence de lumière n'est pas absence de signification. Au contraire, ce fut durant cette période obscure et apparemment inerte que l'univers mûrit. C'est un rappel que l'invisible prépare souvent la voie au spectaculaire. Le silence n'est pas vide, mais gestation. Et dans le cas du cosmos, ce fut de la plus profonde obscurité que naquit la première étincelle de lumière. Une lumière qui allait tout changer pour toujours. Après des centaines de millions d'années plongées dans une obscurité totale, l'univers commença enfin à allumer ses premiers points de lumière. Ces nuages silencieux d'hydrogène, formés durant l'ère des ténèbres, avaient été entraînés par la gravité jusqu'au point de s'effondrer sur eux-mêmes. Sous l'effet d'une pression croissante et de la montée progressive de la température interne de ces nuages, un seuil critique fut atteint. Les atomes d'hydrogène commencèrent à fusionner, libérant de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Ainsi, naquirent les premières étoiles, des doues géantes primitives, extrêmement massives, brûlantes et lumineuses, qui pour la première fois illuminèrent l'univers de leur feu nucléaire. Ces premières étoiles
connue sous le nom de étoile de population 3, était différente de toutes celles que nous observons aujourd'hui. Composée exclusivement d'hydrogène et d'hélium, les seuls éléments disponibles à l'époque, elle ne contenait ni métaux ni éléments lourds. Cela leur conférait des propriétés uniques. Elles étaient beaucoup plus grandes, souvent des centaines de fois plus massives que le Soleil, et leur vie était extrêmement brève. Elles consommaient leur combustible rapidement, en seulement quelques millions d'années, avant de s'effondrer en supernovas titanesques, laissant derrière elles des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Ces explosions non seulement détruisaient les étoiles, mais créaient aussi de nouveaux éléments et les dispersaient dans l'espace, inaugurant l'alchimie cosmique qui façonnerait tout ce qui allait suivre. Avec la naissance de ces étoiles primitives, l'univers entra dans une nouvelle phase, l'époque de la rayonisation. L'intense rayonnement ultraviolet émis par ces astres commença à briser les atomes d'hydrogène neutre, séparant leurs électrons de leurs protons. Ce processus de rayonisation rendit de nouveau le cosmos transparent, permettant à la lumière de se propager librement sur de vastes distances. Pour la première fois depuis la recombinaison, l'univers devint perméable au rayonnement. La lumière put voyager, rencontrer des obstacles, réfléchir, chauffer et transformer. L'obscurité absolue était vaincue. Le cosmos devenait enfin visible. Ces étoiles primitives n'apparurent pas isolées. La gravité, en rassemblant les nuages de gaz, engendrait aussi la naissance de plusieurs étoiles dans des régions proches, donnant lieu aux premiers amas stellaires. Avec le temps, ces amas fusionneraient et formeraient les premières protogalaxies, qui grandiraient au fil des ères. Mais au départ, l'éclat des premières étoiles ressemblait à des allumettes enflammées dans une forêt obscure, brève, intense, solitaire. Pourtant, ce furent elles qui rompirent le silence universel et annoncèrent une nouvelle ère de lumière et de complexité. L'apparition de la lumière dans l'univers ne fut pas seulement un spectacle physique. Ce fut un point de bascule cosmique profond, où la matière, jusque-là invisible et diffuse, commença à révéler sa présence. La gravité et la fusion nucléaire avaient trouvé un moyen de transformer des atomes simples en sources de rayonnement. Et avec cela, l'information commença à voyager à travers l'espace. La lumière transporte des données sur la température, la composition, la distance. Grâce à elle, l'univers se mit à raconter son histoire, silencieusement. Et c'est cette lumière, émise par des étoiles il y a des milliards d'années, qui parvient encore aujourd'hui à nos télescopes, nous permettant de contempler le passé avec les yeux du présent. Chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne est une héritière directe de ces pionnières. Chaque goutte d'or, de fer ou de carbone dans nos corps descend de leurs explosions. Quand nous levons les yeux, nous ne voyons pas seulement des points lumineux. Nous contemplons la trace du moment où l'univers s'éveilla de son obscurité et se révéla comme une tapisserie en expansion, riche en chaleur, en énergie et en beauté. La lumière qui rompit le vide n'éclaira pas seulement l'espace. Elle ouvrit la voie à la conscience, à l'observation, à la vie. Et depuis lors, le cosmos ne fut jamais plus le même. Les premières étoiles, gigantesques et instables, vécurent des existences brèves, mais d'une productivité intense. En leur sein, sous des températures et pressions inimaginables, elles initièrent le processus de fusion nucléaire, transformant les atomes d'hydrogène en hélium, puis l'hélium en éléments de plus en plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène, le néon et le silicium. Cette fusion générait une force vers l'extérieur, le rayonnement, qui contrebalançait la force de gravité tirant la matière vers l'intérieur. C'était une lutte titanesque dans chaque noyau stellaire. Mais cet équilibre était temporaire. Lorsque le combustible nucléaire s'épuisait, la gravité finissait par l'emporter, et l'étoile s'effondrait violemment, déclenchant l'une des forces les plus destructrices et créatrices du cosmos, la supernova. Les supernovas ne sont pas seulement des spectacles cosmiques de destruction, elles sont aussi de berceaux alchimiques, des forges où l'univers fabrique ses métaux et ses éléments complexes. C'est lors de l'effondrement et de l'explosion d'une étoile massive que l'énergie libérée est suffisante pour former des éléments plus lourds que le fer, tels que l'or, l'argent, l'uranium et le plomb. Ces éléments ne peuvent pas naître durant la fusion stellaire ordinaire, car elle exige plus d'énergie qu'elle n'en libère. Mais la fureur d'une supernova change tout. Pressions et températures atteignent des niveaux si extrêmes que la matière est contrainte d'assumer des formes plus denses, plus lourdes,
plus riche en possibilités chimiques. C'est là que le tableau périodique se complète. L'explosion d'une supernova disperse ces éléments fraîchement créés à travers d'immenses régions de l'espace interstellaire. Chaque onde de choc emporte avec elle le produit de milliards d'années d'évolution stellaire. Ces nuages enrichis de gaz et de poussière deviennent la matière première de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Ainsi, l'univers entra dans un cycle de recyclage. Une étoile meurt, mais de sa mort naissent de nouvelles possibilités. Les nuages de gaz qui contenaient jadis seulement de l'hydrogène et de l'hélium sont désormais enrichis de carbone, de fer, d'azote, de soufre et de centaines d'autres ingrédients qui formeront un jour des montagnes, des océans, des atmosphères et éventuellement des organismes vivants. Il est fascinant de penser que chaque atome de calcium dans nos os, chaque atome de fer dans notre sang et chaque atome de phosphore dans notre cerveau a déjà vécu dans le cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. La phrase « nous sommes faits d'étoiles » n'est pas une métaphore poétique. C'est une vérité physique, mesurable, confirmée à maintes reprises par les analyses spectroscopiques des éléments cosmiques. La vie, la chimie, la conscience, tout cela fut rendu possible grâce aux générations précédentes d'étoiles qui, en mourant, répandirent leur contenu comme des semences cosmiques. Outre les supernovas, il y a aussi les étoiles à neutrons et leurs collisions. Des événements encore plus rares, mais incroyablement fertiles en éléments lourds. Ces fusions, observées récemment grâce aux détecteurs d'ondes gravitationnelles, se sont révélées responsables d'une grande partie de l'or et du platine existant dans l'univers. Ce sont des rencontres cataclysmiques entre cadavres stellaires qui, en fusionnant, produisent non seulement de la lumière, mais aussi de la matière dense et précieuse. Ce sont les forges ultimes, les derniers chapitres de l'alchimie cosmique. Ainsi, l'univers passa d'une scène simple, composée de quelques éléments légers, à un mat laboratoire cosmique, où les étoiles fusionnent, façonnent et distribuent les briques fondamentales de la complexité. Les supernovas n'illuminent pas seulement le ciel pour un bref moment, avec un éclat supérieur à celui de galaxies entières. Elles sèment l'avenir, créent les conditions de planètes avec atmosphère, océan et, dans de rares cas, peut-être même vie intelligente. L'univers devint plus riche, plus coloré, plus fertile, et tout commença avec l'effondrement de géantes. De la fin violente d'une étoile naquit le commencement de la chimie, de la biologie et de la pensée. Avec l'univers déjà illuminé par les premières étoiles et enrichi par les éléments forgés dans leurs morts explosives, la matière commença à s'assembler en quelque chose de plus grand encore, les premières galaxies. Ce processus ne se produisit pas soudainement. Il fut le résultat de millions d'années d'interactions gravitationnelles, où de petites fluctuations de densité dans l'espace devinrent des puits gravitationnels, attirant gaz, poussière et étoiles, nouvellement nés vers des centres de condensation. Ces régions formèrent les premiers amas stellaires qui, liés par la gravité, grandirent, entrèrent en collision et fusionnèrent jusqu'à atteindre des dimensions galactiques. L'obscurité cosmique commençait à être façonnée par des structures majestueuses. Ces premières galaxies étaient très différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Elles étaient plus petites, plus chaotiques et plus denses, remplies d'étoiles jeunes et extrêmement brillantes. La lumière que nous captons aujourd'hui de ces galaxies primitives a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années, et ce n'est que récemment que nous avons pu la détecter grâce à des télescopes ultra perfectionnés comme le James Webb. Ces observations confirment que les premières galaxies apparurent environ 300 à 400 millions d'années après le Big Bang, un laps de temps court à l'échelle cosmique, mais qui montrait déjà la capacité de l'univers à s'organiser à des échelles immenses. La matière n'était plus seulement gaz et poussière dispersés, mais quand des îles de lumière et de gravité naviguant dans l'océan de l'espace-temps. À mesure qu'elles grandissaient, ces galaxies devenaient plus structurées, acquérant des formes spirales, elliptiques ou irrégulières. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, présentaient des bras courbés tournant autour d'un noyau dense. Les elliptiques étaient plus arrondis, constitués principalement d'étoiles anciennes et pauvres en gaz. Quant aux galaxies irrégulières, elles étaient déformées par des interactions gravitationnelles, des collisions et des fusions. Ce processus de croissance n'était pas pacifique. Les galaxies entrechoquaient, se cannibalisaient, s'incorporaient les unes aux autres
mélangeant leurs étoiles, leurs trous noirs et leurs histoires dans un tourbillon de transformation constante. Au cœur de presque toutes les galaxies, les scientifiques découvrirent une entité mystérieuse, un trou noir supermassif, dont la masse peut atteindre des milliards de fois celle du Soleil. Ces objets extrêmes semblent avoir grandi en même temps que les galaxies elles-mêmes, se nourrissant de gaz, de poussière et d'étoiles proches. Lorsqu'ils sont actifs, ils libèrent des jets de rayonnement et de matière capables de traverser des milliers d'années-lumière, influençant le rythme de formation stellaire dans les régions environnantes. Ils sont à la fois prédateurs silencieux et sculpteurs invisibles de la structure galactique. La relation entre la croissance des galaxies et le développement de ces trous noirs reste l'un des grands mystères de l'astrophysique moderne. Avec le temps, les galaxies commencèrent à s'assembler en structures encore plus vastes, les amas et superamas de galaxies. Ces immenses réseaux cosmiques, reliés par des filaments de matière noire, forment ce que l'on appelle aujourd'hui la toile cosmique, une structure gigantesque et intriquée qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, composée de filaments, de vides et de nœuds gravitationnels. Vue à grande échelle, cette toile évoque la structure d'un réseau neuronal ou d'une mousse cosmique, avec des galaxies regroupées le long de filaments et de vastes espaces vides entre elles. C'est le plus grand motif connu de l'univers, et il naquit des petites fluctuations quantiques des débuts, amplifiées par des milliards d'années de gravité. Chaque galaxie renferme en elle des milliards ou des trillions d'étoiles, des centaines de milliards de planètes, d'innombrables comètes, astéroïdes, nébuleuses et des formes encore inconnues de matière. Et tout cela bouge, se transforme, interagit. Les galaxies sont des cités cosmiques, où la physique écrit son histoire avec éclat, mouvement et profondeur. Ce sont des phares de lumière qui traversent le temps et racontent des récits de naissance, de transformation et de renaissance. Étudier leur formation, c'est comprendre comment l'univers cessa d'être chaotique et diffus pour devenir une mosaïque ordonnée, riche en structure et en potentiel de vie. La formation des premières galaxies fut l'étape essentielle pour que le cosmos cesse d'être seulement une immensité obscure, avec quelques points lumineux dispersés. Désormais, la matière se rassemblait en systèmes complexes et durables, capables de générer des cycles stellaires, des planètes et un jour peut-être la conscience. Lorsque nous regardons le ciel et que nous voyons une galaxie lointaine, nous contemplons une mémoire conservée, un témoignage de la façon dont l'univers a appris à s'organiser et à cultiver la complexité à partir du simple. Et dans ce mouvement gravitationnel silencieux, naissaient des structures qui un jour deviendraient la scène de la vie. Au cœur de l'univers jeune, au milieu du chaos de la formation des galaxies, des étoiles et des structures élémentaires, surgirent des entités encore plus énigmatiques et silencieuses, les trous noirs primordiaux. Différents des trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles, ces corps extrêmes auraient pu apparaître dans les tout premiers instants après le Big Bang, lorsque des fluctuations intenses de densité s'effondrèrent directement sur elles-mêmes, concentrant tant de masse dans un si petit volume que même la lumière ne pouvait s'en échapper. Ce sont des objets hypothétiques, mais étudiés en profondeur, car ils pourraient contenir le clé de secrets anciens de l'univers, tels que la nature de la matière noire, l'origine des galaxies et le comportement de l'espace-temps dans les conditions les plus extrêmes. Ces trous noirs primordiaux, s'ils existent, auraient des masses extrêmement variées. Certains pourraient être plus petits qu'une montagne, comprimés dans des volumes microscopiques. D'autres pourraient avoir des masses équivalentes à celles de planètes, ou même d'étoiles entières. Le plus impressionnant est que, ne dépendant pas de la mort d'étoiles, ils auraient pu naître dans les toutes premières secondes de l'univers, avant même la formation des atomes. Cela en fait des candidats naturels pour expliquer des aspects cachés du cosmos. Certains théoriciens suggèrent qu'ils pourraient constituer une part significative de la matière noire, cette substance invisible qui imprègne l'univers et influence la rotation des galaxies, mais qui n'a encore jamais été détectée directement. Ces objets sont précieux pour une autre raison. Ils sont un de laboratoire naturel pour étudier les lois extrêmes de la physique. La frontière d'un trou noir, appelé horizon des événements, marque la limite où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Tout ce qui le franchit disparaît à jamais, devenant inaccessible à notre connaissance. Au centre réside une singularité.
un point de densité infinie où les lois connues de la physique cessent de fonctionner. C'est le point ultime de la géométrie de l'espace-temps, où temps et espace s'effondrent, et où des concepts tels que passé et futur deviennent caducs. Si les trous noirs primordiaux existent par milliards, disséminés dans l'univers, ils pourraient avoir joué un rôle crucial dans la formation des structures. En attirant la matière autour d'eux, ils auraient pu servir de noyau de condensation pour les premières galaxies. En d'autres termes, le grande cité cosmique d'étoiles et de planètes aurait peut-être commencé à se former autour de ces corps silencieux et invisibles, bien avant que la lumière des premières étoiles ne brille. Cette idée révolutionne notre compréhension de l'architecture de l'univers, car elle suggère que l'invisible, et non le visible, pourrait avoir été le fondement de tout ce que nous voyons. Avec les progrès technologiques, des détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo commencèrent à capter des signaux de fusion entre trous noirs. Certains de ces signaux concernent des objets de masses étranges, qui ne correspondent pas au modèle traditionnel d'évolution stellaire. Cela soulève la possibilité que nous entendions les échos de fusion de trous noirs primordiaux, des rencontres silencieuses et anciennes d'objets formés bien avant toute étoile. Ces signaux sont comme des murmures du passé profond, et chaque détection est une invitation à reconsidérer ce que nous savons sur le commencement de la réalité. Étudier les trous noirs primordiaux, c'est plus que chercher des objets sombres et exotiques. C'est rechercher la mémoire gravitationnelle de l'univers, inscrite dans les courbes de l'espace et les échos du temps. Ce sont des entités qui défient la logique, ignorent la lumière et embrassent le silence. Et pourtant, elles pourraient être les piliers cachés de l'histoire cosmique. Elles nous rappellent que l'univers n'est pas seulement fait d'étoiles qui brillent, mais aussi d'abîmes qui courbent le temps et dissimulent des secrets, portes closes vers des dimensions de l'existence que nous ne comprenons pas encore, mais que nous pourrons peut-être un jour entrevoir dans les plis les plus anciens du ciel. Au sein de l'océan cosmique empli de jeunes galaxies et d'étoiles primitives, une structure commençait à émerger avec des caractéristiques uniques et prometteuses, la Voie lactée, le foyer cosmique où, des milliards d'années plus tard, naîtrent la Terre, la vie et la conscience. Sa formation fut un processus lent, tumultueux, marqué par des fusions, des collisions et l'absorption de galaxies plus petites. On estime qu'elle commença à se former, il y a environ 13,5 milliards d'années, peu de temps après le Big Bang, comme un amas d'étoiles et de nuages de gaz sans forme définie. Au fil des milliards d'années, ces blocs primordiaux s'organisèrent, guidés par la gravité, jusqu'à donner naissance au magnifique disque spiralé, qui abrite aujourd'hui des centaines de milliards d'étoiles. Au départ, la Voie lactée n'était qu'un ensemble dispersé de proto-galaxies plus petites, toutes en orbite autour de centres de masse et se rapprochant sous l'effet des forces gravitationnelles mutuelles. À chaque collision et fusion, sa masse augmentait, sa structure s'organisait et sa rotation s'intensifiait. Peu à peu, cet ensemble chaotique acquit une forme spiralée, un disque plat aux bras incurvés, tournant lentement autour d'un noyau dense. Les bras spiraux devinrent alors des berceaux stellaires, des régions de gaz comprimés où de nouvelles étoiles naissaient en continu comme des feux d'artifice silencieux illuminant l'obscurité des âges. Le centre de la Voie lactée, appelé renflement galactique, est une région ancienne et dense, composée principalement d'étoiles âgées et pauvres en métaux. Au cœur de ce renflement réside l'un des objets les plus mystérieux et puissants de la galaxie, Sagittarius A, un trou noir supermassif d'environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce colosse invisible exerce une influence gravitationnelle sur l'ensemble du système galactique et a probablement joué un rôle décisif dans l'organisation de la Voie lactée telle que nous la connaissons. Bien que silencieux, il attire sans cesse la matière alentour, influençant le mouvement des étoiles et des nuages de gaz sur des dizaines de milliers d'années-lumière. La Voie lactée est composée de 4 grands éléments structurels. Le renflement central, le disque mince, où se situe le système solaire, le disque épais, abritant des étoiles plus âgées et dispersées, et le halo galactique, une région sphérique et diffuse qui enveloppe toute la galaxie, peuplée de mamas globulaires, et, selon les scientifiques, de matière noire. Cette matière noire est invisible, n'émet pas de lumière et n'interagit pas directement avec la matière ordinaire, mais sa présence est perceptible par sa gravité. Elle semble être responsable de la cohésion et de la rotation de la galaxie,
à des vitesses qui, sans elles, seraient physiquement impossibles. C'est un squelette invisible qui soutient tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui encore, la Voie lactée continue de croître et d'évoluer. Elle est, par exemple, en train d'absorber des galaxies naines voisines, comme la galaxie du Sagittaire, lentement démembrée par des marées gravitationnelles. Et dans un avenir lointain, d'ici environ 4 milliards d'années, la Voie lactée devrait entrer en collision avec la galaxie d'Andromède, formant une nouvelle galaxie géante, une fusion monumentale qui transformera complètement le ciel nocturne. Malgré l'immensité de cette collision, les distances entre les étoiles sont si vastes que la plupart des systèmes stellaires n'entreront pas en collision directe. Mais leurs orbites seront modifiées et redistribuées dans un nouvel ordre. Réfléchir à la Voie lactée, c'est réfléchir à l'échelle, au temps et à l'appartenance. Nous faisons partie d'un petit système stellaire, appelé système solaire, qui n'est lui-même qu'un parmi des centaines de milliards à l'intérieur de la galaxie. Notre Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre, dans un bras spiral nommé Bras d'Orion, un quartier relativement calme et stable, ce qui a peut-être été crucial pour l'émergence de la vie. Tout ce que nous connaissons, la Terre, la Lune, les planètes, chaque atome de notre corps, est né et a été façonné dans cette galaxie, héritière d'explosions anciennes, de nuages de poussière, de champs gravitationnels et des marées invisibles de la matière noire. La Voie lactée n'est pas seulement le décor du ciel nocturne, elle est notre foyer cosmique, un monument de milliards d'années, rempli d'histoires écrites dans les étoiles, de trajectoires de comètes et de pulsations silencieuses de rayonnement. L'étudier, c'est se rappeler que la vie n'est pas apparue isolément, mais comme partie intégrante d'un processus beaucoup plus vaste et ancien. Chaque étoile scintillant dans la voûte céleste est un point de sa structure. Et chacun de nous, en observant ce ciel, contemple le racine de sa propre origine. Une spirale de poussière, de lumière et de temps qui nous a accueillis et formés. Il y a environ 4 milliards 600 millions d'années. Dans une région tranquille d'un bras spiral de la Voie lactée, un gigantesque nuage interstellaire de gaz et de poussière commença à subir des perturbations gravitationnelles. Peut-être fut-ce l'effondrement naturel du nuage lui-même, peut-être l'onde de choc d'une supernova proche. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Le nuage se contracta lentement sous sa propre gravité. En se contractant, il tournait de plus en plus vite, s'aplatissant en un disque plan dense au centre et diffus sur les bords. Ce disque de matière en rotation allait donner naissance, avec le temps et la chaleur, à un nouveau système stellaire, le système solaire. Au centre du nuage effondré, la matière devint si dense et si chaude qu'elle initia la fusion nucléaire, le processus qui transforme l'hydrogène en hélium, libérant d'immenses quantités d'énergie. Le Soleil naquit alors, une étoile de type G qui convertirait sa masse en lumière et en chaleur pendant des milliards d'années. Grâce à sa masse dominante, le Soleil commença à influencer toute la matière environnante. Sa radiation repoussa les gaz les plus légers vers les régions externes du disque, tandis que les éléments plus lourds s'accumulèrent dans les zones internes. Le disque protoplanétaire, encore en rotation, devint le pot berceau des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes, que nous connaissons aujourd'hui. Les particules de poussière et de minéraux à l'intérieur du disque commencèrent à s'agglutiner, d'abord en grains, puis en roches, puis encore de plus en plus grands, appelés planétésimaux. Ces planétésimaux, en entrant en collision et en fusion pendant des millions d'années, donnèrent naissance aux protoplanètes. Des noyaux planétaires encore en formation, recouverts de lave et bombardés par des débris cosmiques. L'intense rayonnement du jeune Soleil empêcha les gaz légers de s'accumuler sur les planètes les plus proches. Ainsi, Mercure, Vénus, la Terre et Mars devinrent petits et rocheux, tandis que dans les régions externes, les planètes purent retenir de vastes enveloppes de gaz, donnant naissance aux géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jupiter, la plus grande planète du système, joua un rôle critique. Sa gravité colossale perturba la formation d'autres corps et empêcha la naissance d'une 5e planète rocheuse entre Mars et lui. À la place, cette région conserva un anneau de débris et de roches, connu sous le nom de ceinture d'astéroïdes. Dans les confins du système, au-delà de Neptune, en des milliers de corps glacés, se formèrent également, parmi eux, Pluton et des objets encore plus lointains,
qui constituent aujourd'hui la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort et anciens réservoirs de comètes qui visitent parfois l'intérieur du système avec leurs longues queues lumineuses. La formation du système solaire ne fut pas paisible. Pendant des centaines de millions d'années, les planètes en formation entrèrent en collision avec des objets errants, durant une période de bombardements intenses appelée Grand bombardement tardif. La Terre, à cette époque, fut percutée par un corps de la taille de Mars. Un impact colossal qui projeta une immense quantité de débris dans l'espace. Ces débris s'assemblèrent rapidement pour former la Palen Lune, qui se mit à orbiter autour de la Terre et influença son rythme depuis lors. La présence de la Lune fut d'ailleurs cruciale pour la stabilisation de l'axe terrestre et pour la régularité des marées, conditions qui, plus tard, se révélèrent fondamentales pour l'apparition de la vie. Pendant ce temps, l'intérieur des planètes se différenciait. Les matériaux les plus denses s'enfonçaient pour former des noyaux métalliques, tandis que les plus légers remontaient pour créer manteaux et croûtes. La Terre, en particulier, développa une croûte solide, un champ magnétique protecteur et une atmosphère riche en vapeur d'eau. Cette combinaison ouvrit la voie, plus tard, à des océans liquides, à des climats stables et à des molécules organiques. Le système solaire, désormais relativement stable, était devenu un réservoir de diversité cosmique. Planètes rocheuses et gazeuses, lunes avec océans souterrains, volcans de glace, champs magnétiques, aurores et milliards de petits corps formant un ensemble qui fascine encore les astronomes et les scientifiques. Chaque composant du système solaire est un témoignage du processus naturel qui façonne le cosmos. Le Soleil chauffe et commande. Les planètes tournent en silence, gardant des orbites presque parfaites. Les astéroïdes et comètes voyagent comme des reliques du passé primordial. Et au milieu de tout cela, la Terre tourne discrètement, portant un mystère rarissime, la vie. Observer la naissance du système solaire, c'est comprendre que, même dans le chaos, la nature suit des motifs, construit de l'ordre et sème des possibilités là où il n'y avait autrefois que poussière cosmique. C'est réaliser que tout ce que nous voyons dans le ciel, et tout ce que nous sommes, est né d'un nuage anonyme de gaz, tournant lentement dans un recoin tranquille de la galaxie. Peu après sa formation, la Terre était un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était une sphère en transformation constante, façonnée par une énergie extrême et des événements violents. Son intérieur était encore en fusion, rempli de magma bouillonnant et de métaux liquides. Sa surface offrait un paysage incandescent de désolation, recouverte d'océans de lave, de montagnes en éruption continue et de cratères creusés par l'impact incessant de météores. La chaleur provenait de toutes parts, de l'énergie résiduelle de l'effondrement gravitationnel, du bombardement continu des astéroïdes et de la radioactivité des éléments enfouis dans son cœur. La Terre était littéralement une fournaise en ébullition, tournant dans l'obscurité de l'espace. Il n'existait ni océan ni atmosphère respirable. Le ciel était opaque, étouffant, saturé de gaz toxiques comme le dioxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac et la vapeur d'eau. La lumière du soleil peinait à traverser l'épaisse couche de nuages sulfureux. Des éclairs zébraient en permanence le ciel, alimentés par des orages électriques nés de la chaleur et des réactions chimiques. La gravité entraînait les éléments les plus denses vers le centre, créant une structure interne en couches, un noyau métallique, un manteau visqueux et une croûte superficielle fragile, fissurée et instable. Pourtant, cette différenciation interne allait permettre plus tard la formation des plaques tectoniques, du volcanisme et du champ magnétique qui protègent encore aujourd'hui la planète. Durant le premier milliard d'années, la Terre fut intensément bombardée par des météores de toute taille. Beaucoup de ces impacts furent cataclysmiques, libérant plus d'énergie que des milliards de bombes nucléaires. C'est aussi à cette époque, selon les hypothèses, que un corps de la taille de Mars entra en collision avec la Terre, projetant une quantité colossale de débris en orbite. Ces fragments s'assemblèrent rapidement pour donner naissance à la Lune. Ce satellite, en plus d'influencer les marées et la stabilité axiale de la planète, joua un rôle crucial dans son évolution, réduisant l'intensité des impacts ultérieurs et créant des cycles gravitationnels qui affectent encore aujourd'hui le climat et les océans. L'origine de l'eau, l'un des plus grands mystères scientifiques, semble avoir eu des sources multiples. Une partie provenait probablement de l'intérieur de la Terre,
libérée par les volcans sous forme de vapeur. Une autre partie fut apportée par des comètes et astéroïdes riches en glace, qui, en heurtant la planète, déposèrent leur cargaison sur la croûte en formation. Progressivement, à mesure que la surface se refroidissait, cette vapeur se condensa en pluie, une pluie incessante qui tomba pendant des millénaires, formant le premier océan primitif. Ces mers encore brûlantes, traversées par des volcans sous-marins et des sources hydrothermales, constituaient déjà le premier environnement liquide stable de la Terre, un océan chimique débordant de potentiel. L'atmosphère primitive était hostile à la vie telle que nous la connaissons. Elle ne contenait pas d'oxygène libre. Elle était dominée par des gaz lourds et des réactions violentes, créant un environnement riche en énergie mais instable. Pourtant, c'est dans ce décor inhospitalier que les premières molécules organiques commencèrent à apparaître, générées par des réactions chimiques induites par les éclairs, la radiation solaire et la chaleur volcanique. Des composés tels que les acides aminés et les nucléotides purent se former spontanément dans des mares peu profondes, des lacs volcaniques ou des sources hydrothermales au fond de l'océan. Ces composés constituaient les K-blocs fondamentaux de la vie, et la Terre devenait, malgré le chaos, un laboratoire naturel d'expérimentation chimique à l'échelle planétaire. Avec le temps, la croûte terrestre se stabilisa. Les plaques tectoniques commencèrent à bouger, créant des continents primordiaux, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. Les volcans continuèrent de jouer un rôle vital, non seulement en enrichissant l'atmosphère de gaz, mais aussi en réchauffant des zones souterraines, lieux idéaux pour des réactions organiques complexes. La Terre cessait d'être une simple sphère en fusion. Elle commençait à développer des cycles, d'eau, de chaleur, d'éléments, et avec eux, le rythme qui allait un jour conduire au métabolisme de la vie. C'était un monde en transition, de l'hostilité absolue à la promesse fertile. Observer la Terre primitive, c'est comprendre que la vie ne naquit pas dans un jardin paisible, mais au milieu de la fureur, de l'instabilité et du feu. La planète connut une enfance violente, et ce fut précisément cette violence, chaleur interne, impact cosmique, chimie agressive, qui produisit les ingrédients de l'avenir. Chaque molécule d'eau présente aujourd'hui dans nos corps, chaque grain de sol, chaque cellule vivante est l'héritage direct de ce passé tempétueux, de cette planète incandescente qui se refroidit, fut arrosée, guérit ses cicatrices et apprit à accueillir la vie. Au cœur de cette terre primitive, encore marquée par la chaleur, les océans bouillonnants et l'atmosphère toxique, apparurent les premiers signes d'un phénomène extraordinaire, des molécules capables de s'organiser, de réagir et d'évoluer. Ce n'étaient pas encore des cellules, ni des organismes, mais c'étaient les premiers pas chimiques vers la vie. Tous les ingrédients étaient présents, et deux d'entre eux se distinguaient comme protagonistes incontestés, le mot solvant universel et le carbone, architecte moléculaire de la biologie. Ensemble, ils dressèrent le décor chimique où des réactions improbables devinrent assez fréquentes pour transformer l'inanimé en animé. Le eau liquide, présente dans les océans naissants et dans les sources hydrothermales, offrait le milieu idéal pour ces réactions. Sa structure polaire lui permet de dissoudre une grande variété de substances, rapprochant les molécules, favorisant les collisions et permettant des réactions autrement impossibles. De plus, l'eau agit comme régulateur thermique et comme vecteur de transport moléculaire. Sans elle, la chimie du vivant aurait eu peu de chances de s'organiser. Et plus encore, la présence stable d'eau liquide sur Terre résultait d'un rare équilibre entre température, pression atmosphérique et composition planétaire, un détail cosmique qui changea le destin du monde. Le carbone, quant à lui, est l'élément maître de la complexité. Avec ses 4 électrons disponibles pour des liaisons, il peut former des chaînes, des anneaux, des ramifications et des structures tridimensionnelles d'une grande stabilité. Il se lie facilement à l'hydrogène, à l'oxygène, à l'azote, au phosphore et au soufre, les autres éléments fondamentaux de la biochimie. Cela permet la création de molécules complexes, telles que les acides aminés, les lipides, les sucres et les bases azotées. Bien que simples en apparence, ces composés possèdent la capacité de réagir, de s'assembler en structures plus grandes et même de s'auto-organiser. Dans des expériences comme la célèbre à Miller-Urey, ces molécules apparurent spontanément, dans des conditions simulant celles de la Terre primitive, dans des environnements riches en énergie, mares chaudes, lacs volcaniques,
Source hydrothermale, ces molécules organiques commencèrent à s'assembler en structures plus complexes. Certaines formèrent des chaînes, d'autres des membranes. Il est possible que les premiers prototypes de membranes lipidiques soient apparus, des structures semblables à des poches, capables d'isoler un intérieur d'un extérieur. Ces microcavités pouvaient abriter des réactions stables, créant l'embryon des premières cellules. Le monde abiotique commençait à développer près des frontières, un dedans et un dehors, éléments essentiels à la vie. La chimie, sans dessein, construisait l'architecture de la biologie. Mais le pas le plus mystérieux et le plus fascinant fut sans doute l'apparition de deux molécules capables de stocker et de répliquer l'information. Les scientifiques pensent qu'avant l'ADN, il exista un monde dominé par des molécules d'ARN autocatalytiques. Ces molécules rares pouvaient servir à la fois de matériel génétique et de catalyseur de réactions chimiques. Elles pouvaient se copier, se replier, s'adapter. Un système primitif d'ARN, fonctionnant avec des membranes et d'autres biomolécules, put constituer le premier système quasi vivant, capable d'évoluer par sélection naturelle. Un seuil entre la chimie et la vie. Peu à peu, ces systèmes moléculaires devinrent plus efficaces, plus complexes, plus durables. L'ARN céda la place à l'ADN, plus stable et fiable. Les protéines apparurent comme des outils polyvalents, capables d'accomplir des tâches précises avec rigueur. Les membranes se renforcèrent, et un métabolisme rudimentaire, la capacité de capter l'énergie et de la transformer, émergea. À un moment donné de cette chaîne improbable d'événements, une frontière fut franchie. La première cellule vivante naquit. Un être microscopique, capable de conserver son intégrité, de se reproduire et d'évoluer. Et à partir de lui, l'arbre entier de la vie commença sa longue et ramifiée aventure. Contempler l'apparition des molécules de la vie, c'est comprendre que l'impossible peut devenir inévitable. Lorsque le temps, la diversité et l'énergie s'unissent, la vie n'apparut pas par magie, mais par une succession de millions de petits pas chimiques, chacun préparant le suivant. Le carbone et l'eau, dans les bonnes conditions, devinrent les artisans silencieux du miracle. Et le plus saisissant est de savoir que les mêmes éléments qui forment nos os, nos muscles, nos yeux et nos pensées existaient déjà dans la poussière stellaire, les comètes primitives, les mers ardentes de la Terre naissante. La vie, en définitive, est de la chimie dotée de mémoire, de complexité et d'un élan vers la continuité. Avec l'apparition de la première cellule, il y a environ 3,8 milliards d'années, l'univers atteignit un nouveau palier. La matière avait appris à s'organiser de façon persistante, à se répliquer et à évoluer. Ce fut un tournant silencieux mais cosmique. Pour la première fois, quelque chose dans l'univers n'existait pas seulement, mais cherchait à continuer d'exister. Cette cellule ancestrale, probablement une forme de vie simple, anaérobie et unicellulaire, entama un voyage long et ininterrompu, qui, génération après génération, allait transformer la planète et la nature même de ce que nous appelons réalité. Ce qui n'était autrefois que chimie devenait désormais biologie, histoire, comportement et mémoire. Ces premiers organismes vivaient dans des environnements aquatiques, probablement près de sources hydrothermales sous-marines où l'énergie chimique était abondante. Ne pratiquant pas encore la photosynthèse, ils tiraient leur énergie directement de réactions minérales dans un processus appelé chimiosynthèse. Mais avec le temps, apparurent des organismes capables de capter la lumière solaire et de la convertir en énergie, les cyanobactéries, véritables centrales vivantes qui transformèrent le monde. Par la photosynthèse, elles commencèrent à libérer de l'humioxygène comme sous-produit, modifiant radicalement la composition de l'atmosphère terrestre. Cet oxygène, d'abord toxique pour de nombreuses formes de vie, devint plus tard la base de la respiration cellulaire et de l'explosion de la complexité biologique. Avec davantage d'énergie disponible, la vie put se diversifier. Les cellules commencèrent à s'assembler, à se spécialiser, à former des organismes multicellulaires. Ce processus, lent et irréversible, conduisit à l'apparition de formes de plus en plus complexes. Éponges, méduses, vers, plantes primitives. L'évolution guidée par la sélection naturelle testait toutes les formes possibles, conservant celles qui fonctionnaient et éliminant celles qui échouaient. Ainsi naquirent les yeux, puis les ailes, puis les cerveaux. Chaque adaptation, chaque mutation bénéfique
s'accumulaient comme une note musicale dans une symphonie biologique de milliards d'années. Entre 500 et 600 millions d'années en arrière, durant la période connue sous le nom de explosion cambrienne, la diversité des formes de vie augmenta de façon vertigineuse. Des animaux dotés de squelettes, de coquilles, de membres articulés et de systèmes nerveux apparurent en un laps de temps géologique réduit. Peu à peu, les océans devinrent des arènes d'interaction, de chasse, de défense et de reproduction. La vie était devenue dynamique, prédatrice, sensible. Et à un moment de cette trajectoire surgirent les premiers poissons, puis les amphibiens, les reptiles, les mammifères, et bien plus tard, les primates, les humains, et la conscience qui contemple son propre passé cosmique. La conscience est peut-être le phénomène le plus mystérieux et le plus extraordinaire de l'univers. D'un point de vue scientifique, elle émerge de la complexité extrême des réseaux neuronaux. Mais d'un point de vue philosophique, elle représente quelque chose d'encore plus profond, l'univers qui se regarde lui-même. La matière née d'une soupe primordiale de particules qui se regroupa en étoiles et en galaxies, qui explosa en supernova et forma des planètes, se contemple désormais dans des yeux capables de penser, de ressentir et de questionner. La vie n'est pas seulement une conséquence naturelle de la chimie organique, elle est une étincelle rare qui transforme l'existence en expérience, en identité, en histoire. Tout ce que nous sommes, chaque cellule, chaque pensée, chaque respiration, porte des milliards d'années de continuité ininterrompue. La vie a survécu aux volcans, aux impacts cataclysmiques, aux ères glaciaires, aux extinctions massives et au déplacement des continents. Elle persista, s'adapta, se transforma. Et malgré d'innombrables tentatives avortées, elle n'a jamais cessé d'essayer quelque chose de nouveau. C'est cet élan, cette force intime qui nous pousse à grandir, apprendre, communiquer, protéger, explorer, qui est peut-être le vrai miracle. La vie est, essentiellement, l'ordre émergent du chaos, le sens émergent de la répétition, la conscience émergent de la matière. Le miracle de la vie ne réside pas seulement dans son origine, mais dans sa continuité, dans la manière dont elle s'est maintenue cohérente pendant des milliards d'années, traversant les airs, les continents et les extinctions, jusqu'à engendrer des êtres capables de contempler le temps, l'espace et leur propre fragilité. Quand nous levons les yeux vers le ciel et réfléchissons aux étoiles, aux planètes et aux galaxies lointaines, nous ne contemplons pas seulement l'immensité de l'univers, mais aussi le pouvoir de la vie de s'extraire de l'inanimé, de s'organiser et de demander pourquoi. La vie, dans son essence, est une question que la matière adresse au vide, et chaque être vivant est une tentative de réponse. Depuis l'instant du Big Bang, l'univers est en expansion constante. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme des taches sur un ballon que l'on gonfle. Pendant des milliards d'années, les scientifiques ont pensé que cette expansion, bien que continue, était ralentie par la gravité, comme si l'univers décélérait peu à peu, se dirigeant vers un futur de stabilité ou d'effondrement. Cependant, à la fin du XXe siècle, une découverte bouleversa cette vision. En observant des supernovas lointaines, les astronomes constatèrent que l'expansion de l'univers non seulement se poursuivait, mais qu'elle s'accélérait. Quelque chose d'invisible, de mystérieux et de dominant repoussait le cosmos avec une force défiant la logique. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Cette accélération signifie que les galaxies s'éloignent de plus en plus rapidement les unes des autres, et qu'à des échelles de temps immenses, l'univers deviendra un lieu de plus en plus froid, sombre et solitaire. La lumière des galaxies lointaines finira par s'éloigner au point de ne plus pouvoir nous atteindre. Les télescopes du futur, dans des trillions d'années, verront un ciel vide, sans trace du passé cosmique que nous observons aujourd'hui. Cette perspective, bien que mélancolique, est une conséquence directe des lois physiques qui régissent la géométrie et l'énergie de l'espace-temps. L'expansion est inscrite dans le tissu même de l'univers, et rien, à notre connaissance, ne peut l'arrêter. L'énergie noire, responsable de cette accélération, est peut-être le plus grand mystère de la cosmologie moderne. Elle n'est pas visible, n'interagit pas avec la lumière, et sa nature reste incertaine. Certains scientifiques la décrivent comme une propriété de l'espace lui-même, une énergie du vide qui croît avec l'expansion de l'univers. D'autres y voient une force encore incomprise, un champ cosmique qui imprègne tout. Ce que nous savons, c'est qu'elle constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers.
surpassant largement la matière ordinaire et même la matière noire. Elle est, en un sens, la toile de fond dynamique qui dicte le destin du cosmos. Avec l'accélération continue, l'univers se dirige vers ce que les scientifiques appellent le Big Freeze, le grand gel. Dans ce scénario, l'expansion ne cesse jamais, mais devient si extrême que les étoiles cessent de se former, les galaxies se disloquent et même les atomes finissent par se désintégrer en particules subatomiques isolées. La température moyenne de l'univers chutera jusqu'à s'approcher du zéro absolu et toute forme d'énergie utilisable se dissipera. Il n'y aura plus de lumière, plus de chaleur, plus d'interaction, rien que des particules lointaines flottant dans un silence éternel. C'est une vision radicalement opposée au Big Bang. Au lieu d'une naissance explosive, une disparition par dilution et solitude thermique. Mais d'autres scénarios sont possibles. L'univers pourrait être instable dans son état actuel, et un jour, l'énergie noire pourrait se comporter autrement. Dans une hypothèse appelée Big Ripper, l'accélération deviendrait si intense que non seulement les galaxies et les étoiles seraient séparées, mais aussi les atomes et jusqu'au tissu de l'espace-temps seraient déchirés. Ce serait une fin bien plus abrupte, où tout ce qui existe serait détruit par une force croissante et incontrôlable. Dans d'autres modèles plus anciens, encore défendus par certains, il y a l'idée d'un Big Crunch, où l'expansion s'arrêterait et s'inverserait, faisant s'effondrer l'univers sur lui-même. Toutefois, les preuves actuelles appuient fortement le scénario d'une expansion éternelle. Quel que soit le dénouement, une chose est certaine, l'univers n'est pas statique. Il pulse, respire, se transforme. L'idée d'un cosmos immuable a été balayée par les observations modernes, remplacée par la notion d'un univers en perpétuelle évolution, mue par des forces que nous commençons à peine à comprendre. L'expansion accélérée nous oblige à repenser notre place dans le temps et dans l'espace. Nous sommes une petite manifestation de complexité, apparue entre le Big Bang et le silence final, protégée dans un intervalle où les étoiles brillent encore et où les atomes continuent de s'organiser. Réfléchir à l'expansion infinie, c'est comme contempler un fleuve qui s'écoule vers le néant, emportant galaxies, planètes et souvenirs. Un mouvement sans rivage, sans destination visible, seulement avec la certitude que tout s'éloigne de tout. Et pourtant, en cet instant précis du temps cosmique, nous sommes là, conscients, observants, mesurant, questionnant. Peut-être que le vrai mystère n'est pas la fin de l'univers, mais le fait que, entre le commencement absolu et la dispersion éternelle, la matière ait trouvé une façon de s'éveiller. Et c'est cette brève veille entre deux infinis qui rend l'existence si rare et si extraordinaire. Peu de choses dans l'univers sont aussi mystérieuses que l'énergie noire. Elle n'émet pas de lumière, ne réfléchit rien, n'interagit pas directement avec la matière ordinaire, et pourtant elle représente près de 70% de tout ce qui existe. C'est une présence silencieuse, impalpable, mais aux effets colossaux. Elle accélère l'expansion de l'univers, modifie la géométrie de l'espace-temps et remet en question certaines des lois les plus fondamentales de la physique. Découverte tardivement, l'énergie noire n'a pas seulement bouleversé la compréhension de la cosmologie, elle a redéfini l'avenir du cosmos. Car si la matière façonne ce que nous voyons, l'énergie noire façonne là où tout se dirige. Son existence fut révélée en 1998, lorsque deux équipes indépendantes d'astronomes étudièrent des supernovas de type Ia dans des galaxies lointaines. Leur objectif était de mesurer le rythme de l'expansion de l'univers, s'attendant à confirmer une décélération causée par la gravité. Mais ils découvrirent le contraire. Ces galaxies s'éloignaient plus vite que prévu. Cela signifiait que l'expansion s'accélérait et qu'une force invisible repoussait tout vers l'extérieur. Ainsi, le concept d'énergie noire entra dans la science, non comme une hypothèse exotique, mais comme la seule explication possible à un phénomène que les données confirmaient déjà clairement. Mais qu'est-ce exactement que l'énergie noire? C'est là toute la question. Une des théories les plus largement acceptées est qu'elle constitue une propriété du vide lui-même, une constante cosmologique qui apparaît naturellement dans les équations de la relativité générale d'Einstein. Selon cette vision, l'espace vide n'est pas vraiment vide. Il possède une énergie intrinsèque qui engendre une pression négative, une force qui pousse l'espace à s'étendre. À mesure que l'univers croît, plus d'espace est créé, et avec lui, plus d'énergie noire.
Cela provoque un cycle d'expansion qui s'auto-alimente, devenant de plus en plus dominant au fil du temps. Une autre possibilité est que l'énergie noire résulte d'un nouveau champ quantique encore inconnu, nommé quintessence. Ce champ, différent de la constante cosmologique, pourrait varier au cours du temps et de l'espace, ouvrant la voie à des scénarios plus complexes. Peut-être que l'accélération de l'expansion n'est pas constante. Peut-être qu'elle change de rythme, qu'elle s'intensifie ou même qu'elle s'inverse. Certaines hypothèses plus audacieuses suggèrent que les lois de la gravité pourraient être différentes à des échelles cosmiques et que l'énergie noire ne serait en réalité qu'un reflet d'une physique que nous n'avons pas encore comprise. Quoi qu'il en soit, elle demeure la plus grande énigme de la cosmologie contemporaine. Mesurer l'énergie noire exige d'observer l'univers à grande échelle. L'étude du rayonnement fossile cosmique, de la distribution des galaxies, des lentilles gravitationnelles et des oscillations acoustiques du plasma primordial permet aux scientifiques de cartographier l'expansion au fil du temps. Chaque donnée, chaque mesure affine le modèle cosmologique que nous utilisons pour décrire l'univers. Et jusqu'à présent, toutes ces preuves convergent vers le même résultat. L'énergie noire est bien là, agissant comme une poussée invisible qui dilue tout vers l'inconnu. La présence de l'énergie noire soulève aussi des questions philosophiques profondes. Si elle continue à dominer l'univers, le futur sera celui d'une expansion infinie, d'un isolement absolu, d'un grand silence. Les galaxies s'éloigneront à des vitesses si extrêmes qu'elles cesseront d'être visibles. Les étoiles ne naîtront plus. L'univers deviendra sombre, froid et vide, non par destruction mais par séparation. L'énergie noire n'altère donc pas seulement la physique. Elle impose une nouvelle forme de solitude cosmique, où chaque point de l'espace s'éloigne irrémédiablement de tous les autres. Contempler l'énergie noire, c'est réaliser que l'univers s'apiste plus vaste, plus étrange et plus subtil que nous ne l'avions jamais imaginé. Une force invisible, mais qui fixe le rythme de tout. Elle façonne le destin des galaxies, mais aussi celui du temps, de la lumière et de la pensée. Même sans la comprendre pleinement, nous savons déjà que nous vivons dans un cosmos gouverné par l'invisible, une force sereine et immense qui écrit en silence le chapitre final de l'histoire universelle. Et peut-être que le plus stupéfiant, c'est ceci, qu'au milieu du chaos des étoiles, de la danse des particules et de l'ordre des lois physiques, l'univers entier soit emporté, doucement, par le courant invisible de ce que nous ne connaissons pas. Si l'univers a eu un commencement défini, le Big Bang, il est naturel de se demander « Comment finira-t-il » Cette question, aussi ancienne que la philosophie et aussi profonde que la physique moderne, mène à trois grands scénarios qui décrivent les possibles destins finaux du cosmos. Le Big Freeze, le Big Crunch et le Big Rip. Chacun n'est pas seulement une hypothèse scientifique, mais aussi une réflexion sur la nature du temps, de la matière et de l'existence elle-même. Ce sont des futurs calculés à partir des lois actuelles de la physique, mais qui demeurent incertains, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la fin de l'univers, mais la façon dont il choisira de persister ou de disparaître. Le Big Freeze, ou grand gel, est le modèle le plus accepté selon les observations actuelles. Dans ce scénario, l'énergie noire continue de propulser l'expansion de l'univers indéfiniment. Les galaxies s'éloignent tellement les unes des autres que la lumière qu'elles émettent n'atteindra plus jamais la Terre, ni aucun autre point. Le ciel deviendra de plus en plus sombre. La formation d'étoiles cessera, car l'hydrogène interstellaire deviendra rare. Les étoiles existantes consommeront leur carburant et s'éteindront une à une. Ne subsisteront que des naines blanches, des trous noirs et des particules dispersées dans une mer de ténèbres thermiques. Avec le temps, même les trous noirs s'évaporeront lentement par rayonnement de Hawking et tout se transformera en une immensité froide et silencieuse, proche du zéro absolu, sans lumière, sans chaleur, sans structure. Le Big Crunch, à l'inverse, propose que la gravité finisse par l'emporter. Dans ce scénario, l'énergie noire perdrait de sa force ou changerait de nature, permettant à la matière de l'univers de se regrouper. L'expansion s'arrêterait, et l'univers commencerait à s'effondrer sur lui-même. Les galaxies se rapprocheraient, les collisions cosmiques se multiplieraient et la température moyenne grimperait à nouveau. Le temps semblerait s'inverser symboliquement. Tout retournerait à un état de compression totale, jusqu'à ce que l'univers entier soit concentré en un point de densité infinie, un nouveau point zéro. Pour certains physiciens, ce scénario ne marquerait pas la fin,
mais peut-être le début d'un nouveau cycle, un Big Bounce, où chaque univers meurt et renaît éternellement, comme une pulsation cosmique infinie. Le scénario le plus dramatique est le Big Rip, la grande déchirure. Dans celui-ci, l'énergie noire n'accélère pas seulement l'univers, elle accélère de plus en plus, au point de rompre les liens gravitationnels et atomiques. D'abord, les galaxies se disloqueraient. Ensuite, les systèmes stellaires se disperseraient, puis même les planètes, les molécules et les atomes se désintégreraient sous l'étirement extrême de l'espace-temps. Enfin, le tissu même de l'espace-temps se déchirerait, détruisant tout, matière, énergie, lois physiques. Le temps perdrait son sens. Ce serait une fin absolue, non seulement de l'existence, mais du concept même de réalité. Il est impossible d'affirmer avec certitude lequel de ces futurs se réalisera. Tout dépend de la véritable nature de l'énergie noire, de la masse totale de l'univers et de paramètres encore mal compris. Ce que nous savons, c'est que nous vivons dans une ère privilégiée, entre la naissance des étoiles et l'obscurité finale, entre le silence primordial et celui qui viendra. Nous sommes témoins d'un univers encore vibrant, encore lumineux, encore fertile en galaxies et en possibles. Et cela, en soi, est déjà extraordinaire. Penser à la fin de l'univers n'est pas seulement un exercice scientifique, mais aussi une plongée philosophique dans le sens même de l'existence. Si tout est destiné à disparaître, quelle est la valeur de la vie, de la conscience, de la mémoire? Peut-être que la réponse réside dans le simple fait que, même avec une fin inévitable, l'univers a su engendrer complexité, beauté et pensée. Il a su, l'espace d'un instant, se regarder et poser des questions. Qu'il gèle, qu'il s'effondre ou qu'il se déchire, le destin ultime du cosmos sera en fin de compte une extension du mystère qu'il a vu naître. Et dans cet intervalle, entre le Big Bang et le dernier souffle, nous sommes la respiration de l'univers, brève, consciente et pleine de signification. Dans un futur si lointain que les chiffres eux-mêmes perdent tout sens humain, tout ce que nous appelons aujourd'hui matière, planète, étoile, corps, objet, pensée, se sera transformé en particules solitaires dérivant dans un vide sans couleur, sans chaleur et sans horizon. C'est l'ère du dernier atome, un concept qui représente la fin absolue de la matière structurée dans l'univers. C'est le point où il n'existe plus de liaison chimique, plus de fusion, plus de gravité rassembleuse, seulement des particules subatomiques, peut-être des protons persistants ou des photons étirés à l'infini, flottant dans un cosmos qui a perdu son rythme, sa structure et son dessin. Si le scénario du Big Freeze Out se réalise, la ligne de temps qui nous sépare de ce moment ultime est presque inconcevable. Dans environ 10 puissance 14 années, les dernières étoiles se seront éteintes. L'univers ne sera peuplé que de naines blanches, d'étoiles à neutrons et de trous noirs, entre 10 puissance 30 et 10 puissance 40 années. Même les planètes seront désintégrées par des interactions gravitationnelles ou absorbées par des trous noirs. Mais la fin de la matière ne sera pas encore arrivée. Les protons, les blocs fondamentaux des noyaux atomiques, sont stables, mais peut-être pas éternellement. Si la désintégration du proton se produit, comme le prévoient certaines théories de la physique des particules, alors les atomes disparaîtront progressivement, se convertissant en rayonnements légers et en fragments inertes. Cette ère est connue sous le nom d'ère de la dégénérescence. L'énergie utilisable devient rare. L'univers ne génère plus de nouveaux systèmes, ne forme plus d'étoiles, n'alimente plus de réactions chimiques. C'est un univers où l'entropie a atteint son apogée. La chaleur, autrefois distribuée en gradient, est maintenant répartie de manière homogène. Rien n'est plus chaud ou plus froid que le reste. Le temps continue de s'écouler, mais il n'y a plus d'événements pour le marquer. Le passage du temps, si essentiel à l'expérience humaine, devient une abstraction sans changement. Le cosmos entre dans un état de silence perpétuel, où tout subsiste, mais où rien ne se produit. Quant aux trous noirs, même eux ne sont pas éternels. Selon la théorie de Stephen Hawking, ils rayonnent lentement leur énergie par le phénomène connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Sur une durée de 10 puissance 100 années ou plus, les trous noirs perdront peu à peu leur masse jusqu'à s'évaporer complètement, ne laissant derrière eux qu'un rayonnement diffus. Lorsque le dernier trou noir se sera dissous, il ne restera plus aucune structure, seulement des particules isolées et un rayonnement épars. Kiku.
Ce sera le véritable point final de l'histoire de la matière. Aucune nouvelle étoile ne naîtra, aucun nouvel atome ne se formera. L'univers sera revenu à une forme encore plus ténue et silencieuse que lors de l'ère des ténèbres, juste après le Big Bang. Et pourtant, même dans ce stade terminal, l'univers reste en expansion. L'espace continue de croître, emportant avec lui les dernières particules, les séparant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'interaction physique entre elles. La matière devient mémoire, la lumière, un souvenir étiré, la gravité, une ombre du passé. Tout se dilue dans une immensité sans bord, où la définition même de l'existence se fragilise jusqu'à devenir indistincte du néant. À ce stade, le temps perd sa direction, et puis l'univers dans sa totalité se dissout sans drame, sans explosion, sans fin brutale, simplement en s'éteignant comme la dernière braise d'un feu ancien. Penser au dernier atome, c'est affronter la notion la plus profonde de finitude, non seulement la fin de la vie, mais la fin de la structure, de la forme, de la matière elle-même. C'est un adieu sans témoin, sans retour. Et pourtant, ce futur sombre et lointain souligne la valeur précieuse du présent, car entre le Big Bang et la dispersion finale, il y eut un moment, ce moment où la matière s'organisa, brilla, pensa, créa de l'art, de la science, de la musique, de l'amour. Il y eut un instant où l'univers sut qu'il existait, parce qu'un de ses fragments devint conscient. Et peut-être que cela, même pour seulement quelques milliards d'années, fut l'apogée de la complexité et du miracle que la nature ne reproduira jamais. Lorsque nous contemplons l'univers, même avec les télescopes les plus puissants jamais construits, nous regardons toujours par l'intérieur. À l'intérieur du temps, à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur de la bulle en expansion qui commença avec le Big Bang. Et cela nous mène à l'une des questions les plus troublantes de toutes. Existe-t-il quelque chose en dehors de l'univers? Qu'y a-t-il au-delà de la limite de la réalité observable? La réponse, aussi fascinante soit-elle, n'est pas simple, et peut-être pas même entièrement accessible à la logique humaine, car l'univers, dans sa naissance et sa structure, ne s'étend pas dans quelque chose de plus grand, mais étend l'espace lui-même dans toutes les directions. Pourtant, des théories audacieuses tentent d'imaginer ce qui pourrait exister au-delà de la frontière cosmique. Commençons par ce que nous savons. L'univers observable a environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, une limite dictée non par la taille réelle de l'univers, mais par la lumière qui a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Cela signifie qu'il peut y avoir, et il y a probablement, davantage d'univers au-delà de ce que nous pouvons voir. Des régions si lointaines que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Ces zones pourraient contenir d'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres structures cosmiques, ou peut-être des variations des lois physiques, des constantes fondamentales, ou même des particules différentes. L'univers peut donc être incommensurablement plus vaste que tout ce qui a jamais été observé ou imaginé. Mais il existe des hypothèses encore plus radicales. L'une des plus débattues est celle du multiverse. Selon elle, notre univers ne serait qu'une parmi d'innombrables bulles cosmiques, chacune avec ses propres lois physiques, ses constantes et son histoire. Ces univers existeraient dans un espace plus profond, un hyperespace de possibilités quantiques, où des fluctuations d'énergie constantes donnent naissance à de nouveaux univers, comme des bulles surgissant et s'étendant dans un liquide en ébullition. Chaque bulle pourrait avoir une quantité différente de matière, une géométrie distincte, voire des dimensions différentes. Dans certains, les étoiles ne se seraient jamais formées. Dans d'autres, la notion même de temps pourrait être méconnaissable. Une autre possibilité était que l'univers soit courbe ou fini, mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions. Selon cette vision, si vous voyagiez en ligne droite assez longtemps, vous finiriez par revenir à votre point de départ. L'univers n'aurait pas de dehors, mais plutôt une topologie fermée, où l'espace et le temps se replient sur eux-mêmes. Cette géométrie cyclique nous oblige à abandonner l'idée de limite physique, la remplaçant par une notion de finitude sans frontières, profondément contre-intuitive pour l'esprit humain, habitué à des débuts, des milieux et des fins délimitées. Et si l'univers que nous connaissons n'était qu'une projection tridimensionnelle de quelque chose de plus vaste et de plus fondamental, certaines interprétations de la physique théorique, comme celle qui est son principe holographique, suggèrent que tout ce que nous voyons pourrait être une codification d'informations inscrites dans une dimension inférieure,
comme un hologramme. Cela impliquerait que le véritable univers se situe hors de la dimension que nous percevons, dans un plan plus profond où l'espace, le temps et même la conscience ne seraient que des projections. C'est une idée encore spéculative, mais qui découle naturellement de certaines versions de la théorie des cordes et de la gravité quantique. En fin de compte, ce qu'il y a en dehors de l'univers connu n'est peut-être pas un lieu, mais une question. Mec, la frontière ne réside peut-être pas dans les confins du cosmos, mais dans les limites de la compréhension humaine. Chaque progrès scientifique repousse cette limite un peu plus loin, révélant de nouvelles couches de mystère. Pourtant, l'existence même d'une frontière observable nous rappelle notre position, petit, curieux, conscient, enfermé dans la bulle du temps et de la lumière, mais osant imaginer ce qui se trouve au-delà. Et peut-être que c'est cela le plus extraordinaire, que dans un univers où tout tend vers le silence, il y eut un bref instant où la matière s'organisa en lieux qui voient, en cerveaux qui questionnent, en voix qui racontent. Et ces voix, faites de carbone et de mémoire, osèrent demander « Et s'il y avait plus ? Et s'il y avait quelque chose au-delà ?» Car la plus grande frontière ne réside peut-être pas dans l'espace, mais dans la capacité de rêver à ce que nous ne pouvons pas encore voir.